heureux de vous avoir aussi nombreux parmi nous ce soir. L'ambassadeur Éric Danon devait être parmi nous et s'excuse, il a dû renoncer à sa participation ce soir parmi nous. Mais j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir en son nom deux historiens de renom que vous connaissez bien, Jean-Noël Jeannet et Élie Barnaby, qui sont deux historiens qui se sont tous les deux prêtés au jeu de l'écriture de leur histoire personnelle. Et Denis Charbit, que j'ai également l'honneur d'accueillir, un grand universitaire de renom que vous connaissez tous. Merci à toi de te prêter au jeu et de venir modérer cette discussion qui s'annonce passionnante. J'en profite également pour vous dire que l'autre raison de la venue de Jean-Noël Jeannet en Israël, c'est la présentation d'une lecture jouée de sa pièce L'un de nous deux au théâtre Abima ce dimanche à 19h, qui est donc en hébreu mais surtitré en français. Et donc j'espère que nous aurons l'occasion de vous y voir nombreux également pour cette pièce passionnante. Merci encore et je vous laisse la parole à tous. Bien, bonsoir. Vous connaissez la formule consacrée, je suis très heureux, mais je dois dire surtout très honoré d'avoir été sollicité par Élie et par Jean-Noël pour animer cette soirée. Pour continuer dans les clichés, je ne vais pas vous les présenter, alors pas simplement parce qu'ils sont présents, mais parce qu'on va parler d'eux. On ne va pas parler d'Israël aujourd'hui, on va l'évoquer, ou de la France aujourd'hui, Macron ou Netanyahou. Non, non, c'est pas pour parler des autres, c'est pour parler d'eux, et donc une présentation de ma part serait redondante, voilà, serait double emploi et donc inutile. Je voudrais, là encore, toujours un peu dans les clichés de présentation, faire ce qu'on appelle en hébreu Gilui Naot. Je traduirais pas littéralement révélation exquise. C'est d'abord le fait que je connais Élie depuis plus de 30 ans. J'ai eu le bonheur de participer à des ouvrages qu'il a dirigés. Soit dit en passant, très souvent on me dit quand réédite-t-on l'histoire universelle des Juifs publié dans les années 90 et en 2000 ou 2002 et depuis les gens les chers. Donc voilà, il faut voilà, Molly, ça te concerne. Donc voilà, j'ai eu ce bonheur-là, on se dit, voilà, de temps en temps, on estime réciproque. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, la révélation exquise, à côté de ça, je connais Jean-Noël Jeannet, on a échangé des mails, maintenant c'est plus des lettres, c'est plus des courriers, c'est pas comme dans le bon vieux temps, des mails, il y a un mois environ, je l'ai vu pour la première fois le mois dernier à l'Institut Charles de Gaulle où a eu lieu la première journée de ce colloque que j'ai eu le plaisir de diriger et à Paris et à Ranana, l'université d'Israël. Mais je dirais pour compenser le déséquilibre que d'abord sa voix m'est familière parce que je fais partie de ces nombreux francophones en Israël ou en France qui très souvent commencent leur samedi avec Talmudique de Marc-Alain Waknitz, suivi la réplique de Alain Pietro. Il y a longtemps c'était avec Antoine Spire, c'était sur les droits de l'homme, ça a disparu, mais après les affaires étrangères de Christine Ockrent et les concordances de temps qu'anime depuis des années Jean-Noël Jeannet. Et puis je dois dire que, là aussi pour compenser, c'est que depuis un mois je me suis plongé, j'ai lu de bout en bout les deux volumes qui vont être avec celui de Barnaby. Le premier volume. Ça, c'est on va donc parler de ces mémoires et on va commencer par le commencement. On va faire ce qu'on aime bien faire dans notre métier du comparatisme, puisqu'on a deux livres, les deux publiés là. Chez les meilleurs éditeurs en France, Grasset et Seuil. Certes, l'un, c'est un seul volume, celui d'Élie, que je montre ici, alors avec un beau portrait en couverture, et dont on imagine, et tu nous le diras dans quelques minutes, que tu n'as pas forcément une suite qui est prévue à ce volume-là, ne serait-ce que parce que, voilà, il va jusqu'aux dernières années, là où je pose la question. Alors déjà, Jean-Noël Jeannet, c'est deux volumes, et le premier, c'est 1942-1982, et vous allez donc dire, alors donc le deuxième, c'est forcément 1982-2022. Eh ben non,
Le deuxième, c'est sur 10 ans seulement, de 1982 à 1991, avec le sous-titre qui nous dit bien de quoi il parle pour l'essentiel, de Radio France au bicentenaire de la Révolution, puisqu'il a rempli ces deux missions, et ça nous laisse donc espérer un troisième volume qui irait de 1991 à 2022. Vous nous le direz. La première question que je voudrais poser, tout en restant encore voilà, sur l'extérieur de ces deux livres, je vais commencer par le titre. Confession d'un bonarien. Alors, oui, bien sûr, vous allez me dire, confession, c'est Rousseau, c'est Saint-Augustin. Non, tout... Si, oui, quand même. Moi, j'ai plutôt pensé à Confession d'un opiomane anglais de Thomas Kinsey, qui est, voilà, où il y a quelque chose de plus inattendu. Je pense aussi aux Mémoires d'un tricheur de Guitry, voilà, où il y a entre le mot mémoire qui pèse un peu, et puis le côté bonarien, voilà, une sorte de décalage, et donc une sorte d'ironie, et peut-être une gêne vis-à-vis du fait que, voilà, tu racontes ta vie. Et là où Jean-Noël Jeannet, lui c'est un titre beaucoup plus énigmatique, Le Rocher de Sustel. Dans ma culture littéraire, je ne connais que Le Rocher de Brighton de Graham Greene, c'est-à-dire un roman, enfin là en l'occurrence un roman, où le mot rocher apparaît. Alors j'aimerais, première question, et je vais terminer pour ma présentation, que vous me disiez quelque chose sur le titre. Pourquoi ce titre? Bien sûr, on le comprend quand on l'a lu, mais l'idée est de vous le faire, envie de le partager. Pourquoi ce titre? Jean-Noël, peut-être en premier, et puis Elie ensuite. Le Rocher de Sustel évoque pour moi un moment qui aurait pu me priver du bonheur de vous saluer, ce que je fais avec chaleur, si vous me permettez, et il m'aurait privé du plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, puisque quand j'avais 18 ans, étant parti pour la Grèce en 2 chevaux avec 2 de mes camarades, nous sommes revenus, et près du Saint-Gothard, il y a un col qui s'appelle le col de Sustel, effectivement, nous avons hésité, il pleuvait beaucoup, un peu comme Jérusalem aujourd'hui. Il pleuvait beaucoup, il y avait de la grisaille, on s'est demandé si on allait coucher en haut, on nous a dit qu'il y avait un meilleur hôtel un peu plus bas, donc nous avons descendu la route, et suivi, pour être sûr de ne pas tomber dans le fossé, une voiture américaine, imposante, avec des feux très propres à nous diriger. Tout à coup, il s'est passé quelque chose de tout à fait surprenant, une espèce d'explosion, de bruit, et en fait c'était un énorme rocher qui avait glissé sur lui-même et qui avait écrasé complètement la voiture qui nous précédait. Nous sommes arrêtés à une seconde, et nous nous sommes dit évidemment, après beaucoup d'émotions, surtout quand on a compris qu'ils étaient tous écrasés, sauf le conducteur qui a mis un instant à mourir, on s'est dit que vraiment le hasard, ce que Voltaire appelait sa majesté le hasard, ne touchait pas seulement les collectivités, la vie politique, la vie publique, ce qui est évident, mais aussi les individus. Et que par conséquent, il se tricote quelque chose toujours pour nos vies à tous, nous le savons bien, dans nos rencontres, dans nos amours, dans nos événements, et parfois dans notre mort possible, quelque chose d'inattendu. Et cela, comme historien, me paraît de grande importance. Sa majesté le hasard, oui, disait Voltaire. Le hasard est fondamental. Et en même temps, il ne gouverne pas tout. Ce qui m'intéresse quand je travaille comme historien et un peu quand je réfléchis en effet à ce que j'ai pu traverser, c'est de voir comment les forces profondes, comme disait notre maître Redouin, les forces profondes pèsent et jouent pour dessiner dans chaque conjoncture la latitude des possibles, ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas, et aussi pour dessiner la liberté de chacun dans ce type de situation, de pouvoir dessiner sa route. Tout n'est pas possible. J'ai toujours été frappé par le mot du romancier, encore un autre, Gore Vidal, l'américain, qui disait de façon que je crois très pertinente, tout n'est pas possible. Supposer que Oswald ait tué non pas Kennedy mais Khrouchtchev, il me paraît invraisemblable que Onassis ait épousé Mme Khrouchtchev. Et cet épisode me paraît résumer assez bien. Il y a aussi des forces de moyen terme, tout ça s'organise. Mais j'ai toujours beaucoup été grandement intéressé comme historien par cette question du hasard. Je me suis dit que, puisque Lanzmann avait appelé son livre le lièvre de Patagonie, que personne ne comprenait, je pouvais prendre le risque d'utiliser les 5 minutes initiales qu'il m'avait accordées pour expliciter mon titre. D'abord, je constate que c'est un titre beaucoup plus poétique que le mien.
c'est beau le rejet du système. Et puis, mais tu as commencé par le dire, il nous met un peu sur la piste de ce que nous avons fait. En fait, nous avons tous les deux, sans nous concerter, nous avons tous les deux tissé notre histoire personnelle, notre petite histoire avec un petit âge, dans la grande histoire. Dans notre jargon de métier, ça s'appelle faire, aujourd'hui ça s'appelle faire de l'égo-histoire. Enfin, nous avons fait tous les deux de l'égo-histoire en allant sans arrêt d'une rive à l'autre, c'est pas du très personnel au général, une réflexion historienne. Alors, mon titre à moi, je me suis battu pour l'imposer, parce que mon éditeur classé, mon ami Olivier Nora n'en voulait pas. Je le trouvais arrogant, figurez-vous. Étant bien entendu que je ne prends pas pour un bon à rien, donc il a dit non, ça, les gens n'aimeront pas ça. Et moi j'y tenais parce que c'est une citation. C'est une citation que je raconte dans le livre d'une directrice d'école dans ce pays qu'un oncle à moi est allé visiter pour lui demander comment se portait son neveu. D'abord, elle ne m'a pas localisé, elle n'a pas su qui j'étais, parce que je n'y allais jamais, très peu. Et puis après, celui-là, je vois, c'était bon à dire. Cherchez lui une école à point. Alors, j'ai trouvé comme une espèce de revanche de destin sympathique. Je suppose qu'elle n'est plus de ce monde, moi je suis toujours là. Elle n'a pas fait la carrière que je fais. Et j'ai trouvé ce mot plutôt sympathique, ce rappel plutôt sympathique. Et j'ai choisi confession parce que je ne voulais pas de mémoire, qui est un genre un peu galvaudé. Je voulais que ce soit une espèce de récit continu sous forme d'aveu. Voilà de quoi ma vie a été faite. Et je demande au lecteur de me croire, que tout ce qu'il y est, mais pas toute la vérité, on ne raconte jamais tout, ne fût-ce parce qu'on ne veut pas blesser ce nombre de gens inutilement, mais que tout ce que je raconte est vrai. C'est-à-dire, il n'y a rien d'inventé, et que à mes yeux, ça n'avait de sens que s'il y avait une espèce d'audace à mettre presque tout sur la table. Sinon, ça n'a pas de sens. Et voilà qui je suis. Enfin, l'un de mes héros littéraires et philosophiques, Montaigne, dit ça. Mais voici tout entier au naturel, dit-il. Voici ce que je suis. Alors, je ne suis pas un bonarien, mais je ne le prends pas non plus pour Montaigne. Mais c'était ça le projet. Dire ce que je suis et ce qu'a été jusqu'à maintenant ma vie, qui se fait, qui s'approche tout de même d'un certain dénouement. Voilà pour le titre. Je rebondis, vous m'entendez donc très bien. Sans doute, mais c'est un peu votre rejet de sustain, c'est-à-dire que si elle avait dit « Oh, c'est un bon élève, il débrouillera », vraisemblablement vous seriez resté dans cette même école, dans l'école moyenne, et vous ne seriez pas passé par la fameuse école des frères à Jaffa, dont on a envie de dire, pour reprendre la rubrique du monde auquel vous êtes prêté, vous n'auriez pas été Elie Barnavi, et notamment votre amour de la langue française, sans être passé par l'école des frères. Et donc sans, au préalable, cette menace qui montre parfois que quand on est méchant, mais ça peut être pour la bonne chose. Pas la bonne. Il y a une rubrique dans Le Monde qui s'appelle « Je ne serais pas arrivé là si ». Et je me suis prêté à cet exercice il n'y a pas longtemps, justement. Et tu as parfaitement raison. C'était le déclic qui a décidé ma vie. Je ne sais pas ce qu'elle aurait été. Certainement pas celle qui a été la mienne, pour le meilleur et pour le moins bon. Mais il est certain que c'est ce moment-là qui a déterminé la suite de ma vie, de ma carrière, de mon passage entre deux langues, entre deux cultures, entre deux pays.
ce qui me définit en quelque sorte. Alors, Élie, vous étiez le bonarien, vous étiez bon en tout. Et en quelque sorte, dans les deux cas, on voit l'importance cruciale qu'a joué l'éducation, au sens formel du terme. Vous les nommez d'ailleurs, hein, je dirais que c'est presque les personnes non célèbres, mais qui ont compté dans votre vie, qui ont été à l'origine de votre formation. Pour vous aussi, finalement, ces maîtres-là que vous avez eus ont été capitaux. Oui, bien sûr, c'est une autre forme du hasard, on y revient toujours, d'être né là, bien sûr. Un hasard, par parenthèse, tout à l'heure nous jouions au fait que beaucoup de gens interviewés disaient « je vais vous répondre, mais… » Je vais vous répondre. Mais à propos du hasard, je tiens quand même à dire que, de façon peut-être moins essentielle, mais pourquoi suis-je devant vous aujourd'hui? C'est parce qu'un jour, descendant chez moi, à Paris, je tombe sur un monsieur, très obligeant, bien mis, qui m'a dit qu'il me connaissait vaguement, je me disais peut-être… Donc il m'a dit qu'on a parlé un peu de mes émissions, justement, peut-être de la pièce. Et je lui ai dit, mais je peux vous demander qui vous êtes? Vraiment. Il m'a dit, je suis Éric Danon, ambassadeur de France en Israël. Je lui ai dit, je suis très honoré, monsieur ambassadeur, et très content. On a commencé à parler des choses, et c'est comme ça que l'idée est venue, qu'il a servi ensuite avec une ardeur à laquelle je rends hommage. Il n'est pas là, mais je le dirai demain, ou après-demain. Il a servi l'idée de cette pièce jouée. Et par conséquent, c'était très important. Et évidemment, c'est parce qu'il était appuyé par tous ceux qui travaillent dans ce magnifique institut, auquel je rends vraiment hommage, en particulier à Madame Baruch, Kylian Mirlon, mais à tous, je veux dire, qui visiblement ont souhaité que cette soirée ait lieu. Voilà, c'était une petite parenthèse, c'était une façon de captation bénévolentielle, puisque vous voyez que je suis généreux, mais aussi pauvre, parce que j'avais envie de le dire. Voilà. Alors maintenant, la question c'était… Sur l'éducation. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Évidemment, je suis né dans une famille qui, je trouve ça un grand avantage, c'est-à-dire qu'elle était notoire sans être célèbre. Et qu'elle était notoire parce que mon grand-père, mon père du côté paternel, ma grand-mère maternelle, protestante et passionnément dreyfusarde, ont pesé sur ma vie, effectivement. Et c'était un avantage d'être dans un milieu qui était d'abord un milieu politique, mais aussi un milieu universitaire. Mon père a été effectivement ministre de Gaulle, comme l'avait été mon grand-père. Et il a été un peu par hasard, c'est seulement à 50 ans que universitaire, il a été appelé au gouvernement. Et en même temps, j'ai lu beaucoup de livres récemment à propos d'un membre d'un jury qui expliquait à quel point c'était horrible d'avoir un père. Beaucoup de romans, c'était très à la mode. Oh là là, avoir un père, celui-là, il est affreux, etc. Moi, j'ai eu envie de dire que j'avais considéré comme un privilège remarquable d'en avoir un comme celui-là, à la fois assez différent, c'était un ingénieur plus qu'un littéraire, et en même temps assez proche pour me faire confiance et pour me raconter énormément de choses. Et donc, très vite, je me suis dit, puisque je suis là et que je peux observer, et que ça me passionnait la politique dès ce moment-là, dans la rencontre de la littérature, je me suis dit, je vais quand même noter les choses. C'est comme ça que j'ai commencé à tenir un journal, que j'ai tenu continuellement depuis 1975, et qui est évidemment à la base de ces souvenirs. Ce qui pose la question très intéressante de la mémoire. Qu'est-ce qu'on se rappelle, qu'est-ce qu'on ne se rappelle pas? Ce sont des notes que je prends chaque jour, pas chaque jour le soir, on est trop fatigué, mais pour chaque jour, et qui par conséquent m'ont donné l'occasion, quand je les ai relus après ne les avoir pas ouvertes après 30 ans ou 25 ans, de me dire, tiens, c'est intéressant ce qu'on se rappelle. Il y a des choses que je me rappelais avec précision, beaucoup que j'avais complètement oubliées, que je me réjouissais d'avoir noté, et puis d'autres que je me rappelais mal. Je croyais un truc qui n'était pas arrivé. À partir de ce matériau, j'ai eu envie, en effet, en me disant qu'après ma mort, je ne pourrais plus le faire, et qu'un certain nombre de gens iraient chercher les raisins du quai quand j'aurais déposé ça à la BNF, de temps en temps, je chercherais un petit truc. Il valait mieux le faire moi-même. J'ai des fils délicieux, mais je préférais le faire moi-même quand même. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant, en effet, de raconter ces choses et de le faire avec détail, là où j'ai été, c'est-à-dire à la rencontre entre l'appétit de tout voir et de connaître, le fait de pouvoir choisir la merveilleuse école qui est en France, l'Hippocagne et la Cagne, et ensuite d'entrer à l'école normale, et puis de pouvoir saisir chaque occasion. Alors, par exemple, à un moment donné, l'ambassadeur de France auprès du Vatican, René Brouillet, c'est là que c'était de la chance qu'il avait été directeur de cabinet, c'est comme ça, le directeur de cabinet de mon grand-père auprès de la présidente du Sénat. Je explique que c'est des chances. Je lui dis aussi qu'à mon avis, on ne trouve pas ces concours dans les pochettes surprises. Et qu'on est peut-être, on est un peu obligé quand même de faire les choses comme ça. Bon bref. Alors donc, il a convoqué, enfin il a
invité un de mes amis d'école normale, et du coup moi-même, qui était mécréant, en fait, mais l'autre était très catholique, à venir apporter un soutien au moment de la dernière session du concile à l'ambassade. Évidemment, j'ai tout noté, c'est passionnant, j'en fais un chapitre. Après, on m'a proposé de faire un tour du monde, parce qu'il y avait une bourse extraordinaire, qui était une bourse dite Saint-Gerc-Polignac, qu'on proposait à quelques élèves de grandes écoles, et j'ai été étonné parce que la plupart de mes camarades de la rue d'Une ne songeaient pas du tout, je n'ai pas vraiment à le discuter. Ils avaient déjà des projets avec les Sévriennes, ils avaient des intentions, ils voyaient exactement, il fallait qu'ils soient... Bon, moi en tout cas j'ai saisi ça, évidemment je raconte ça un peu en détail. J'étais dans la Chine de la révolution culturelle par exemple, c'était intéressant de le raconter. Puis après je suis allé aux États-Unis, chaque fois je me suis dit il y a des gens qui sont là, souvent des vieillards, j'ai envie de les voir et de les connaître. Et on s'aperçoit que les vieillards souvent... Je dirais dans très longtemps, je pourrais voir si c'est la même chose réciproquement, sont contents quand des jeunes gens viennent les voir. Alors, par exemple, j'ai appris que Kerensky était là. Kerensky, 1917, première révolution, etc., était à Washington. J'ai demandé, monsieur Kerensky, il pouvait me recevoir. Effectivement, donc j'ai vu Kerensky pendant 1h30, c'était quand même assez extraordinaire pour moi. Je me dis que quand je serai très vieux et que je dirais à ma arrière-petite-fille, Kerensky me disait, elle-même pourra au XXIIIe siècle dire Kerensky disait à mon arrière-grand-père. Il y avait également Alexis Léger, c'est un jeune Perse qui était là, enfin je le raconte aussi en détail. Voilà, alors donc c'était des choses que j'ai trouvé intéressantes. Ensuite, par exemple, mon père étant un des ministres de Gaulle qui n'avait pas été gardé par Pompidou, n'a pas d'ailleurs souhaité l'être, De Gaulle, dans sa maison de campagne de Colombey, a souhaité inviter 4 d'entre eux. Il y a eu Couve de Murville, Mesmer, mon père et Malraux, qui en a fait un livre que vous connaissez qui s'appelle Les chaînes qu'on abat, qui est un livre tout à fait intéressant quand on a le goût de la manière dont un romancier peut interpréter les événements qui n'ont pas eu lieu. Évidemment, je ne prétendais pas faire du Malraux, mais on était invités là et on a passé 2h30, 3 heures à la boisserie. Évidemment, en sortant, je suis précipité sur mon écritoire et je le raconte en détail. Voilà quelques exemples pour le premier tome. Je vous réserve le deuxième pour tout à l'heure. Le premier tome, des choses où j'étais vraiment témoin, et pas un remarque, puis naturellement l'université, l'histoire, l'historiographie, etc. Mais vous voyez, je me suis situé à ce moment-là à la rencontre entre la capacité d'observer, parce que mon père me racontait tout. Il ne déjeunait pas en ville, ça lui a un peu de nuit d'ailleurs, il revenait à la maison et il aimait raconter. À mes sœurs aussi, mais beaucoup à moi. Mais il m'a même dit quand il était ambassadeur en Algérie, autre événement, puisqu'il était le premier ambassadeur en Algérie, je suis allé plusieurs fois le voir, il a dit à ses collaborateurs, il peut assister à la réunion des ambassadeurs, il a l'habitude de garder les secrets d'État. Je ne vous dis pas la fureur, enfin le mécontentement, contrôlé, bien monsieur l'ambassadeur, oui monsieur l'ambassadeur, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Mais maintenant j'étais là, j'ai pu assister à la première Assemblée nationale, là j'ai pu assister à un déjeuner avec Ben Bella et Boumedienne, etc. Je fais juste un peu de bande-annonce, naturellement. Mais voilà des exemples. Il faut quand même les noter, et une fois que j'ai eu noté, j'ai eu envie de le raconter en réfléchissant précisément à ce qu'était pour un historien le fait d'être un observateur. Ensuite, comme Élie, j'ai pu dans le deuxième tome, pas le second, deuxième tome, effectivement, réfléchir à ce que c'est qu'un historien quand il est dans l'action et qu'on le charge de tâches pour lui inattendues, en quoi le fait qu'il soit historien pèse ou non sur son comportement. Voilà une petite... On va y venir. Je vais juste rebondir là-dessus parce que c'est intéressant en écoutant Jean-Noël et en écoutant Jean-Noël et avant évidemment en lisant ces 2 premiers tomes de ses mémoires, j'ai été frappé par 2 choses. D'abord, il a écrit ce livre en décidant de le faire, c'est une décision consciente. Je vais faire ça. Alors que moi, j'ai traîné des pieds, je n'avais aucune envie de faire ce livre, et on m'y a pratiquement forcé. C'est intéressant. Pourquoi je n'avais pas envie de le faire? D'abord parce que je trouvais que la pose d'écrire ce mémoire ne me convenait pas, pour toutes sortes de raisons. Et puis parce que j'étais persuadé que je me souviendrais de rien. Que tout ce qui était enfant, c'était enfoui à jamais, et que donc, quel serait le matériau? Il n'avait pas de journal. De mon livre. Je n'avais pas de journal. Et puis, bon, je me suis laissé faire. C'est Olivier Rubinstein a joué un rôle important. Moi, il m'a tanné jusqu'à ce que je dise, allez, je vais essayer. Et en m'y mettant, j'ai pris du goût. Et je me suis aperçu d'abord que j'ai pris plaisir,
parce que c'est un exercice d'écriture, et c'est pas mal, mais aussi que la mémoire surgissait à la surface. C'est-à-dire que du coup, je me rappelais des choses que je croyais complètement perdues. Et plus j'écrivais, et plus la mémoire revenait. C'était intéressant. Et la deuxième réflexion que j'ai eue, à la fois en t'écoutant et en te lisant, c'est à quel point nos deux vies, alors qu'on se retrouve dans le même milieu, dans le même réflexe intellectuel et affectif, et bien sûr dans une grande amitié, mais dans une espèce de similitude, alors que nous avons des trajectoires dramatiquement différentes. Même dans la sensibilité politique, j'ose le dire. On se retrouve aussi dans la sensibilité politique, bien sûr. Et nous avons eu des vies très différentes. Moi, je suis fils de déraciné, avec une histoire malheureuse, difficile, compliquée, vagabond, à la fois intellectuel et physique. Jean-Noël est un aristocrate de la République. Ce sont vraiment deux boules. Et c'est extraordinaire à quel point l'expérience aussi furieusement divergente, différente, peut finalement se canaliser des individus un peu dans la même moule intellectuel et affectif. Alors évidemment, en lisant Le Rocher de Sustène, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'est magnifique, pas écrit, et que c'est, comme on dit banalement, c'est lu comme un roman, mais en plus c'est vrai, ça raconte des personnages formidables des anecdotes. Mais tout est facile, tout coule de source, tout est élégant. Alors qu'en fouillant dans ma vie, tout est laborieux. Je dis ça sans amertume aucune. C'est comme ça. Et troisième remarque que je voudrais faire en passant. Je ne sais pas si tu as la même impression. Quand on contemple sa vie comme ça, elle est faite de pièces de morceaux. C'est un chaos en quelque sorte. Rien ne fait sens. Quand on écrit, tout tombe à peu près en place. C'est un puzzle. Et du coup, écrire, je vous y engage, vous le verrez, ça ordonne votre passé. Et c'est là, encore une fois, où l'écrivain ou le mémorialiste rejoint l'historien. C'est quoi notre métier finalement? C'est de mettre de l'ordre dans un fatras d'événements où il n'y en a qu'un. Et pourtant, il faut bien en chercher un. Et sans doute, il y en a un. Il n'y a pas qu'un autre, il y en a sans doute plusieurs. On en privilégie un. Et en faisant ce travail, sans doute aussi avec les réflexes d'historien qui sont les miens, je me suis aperçu qu'il y avait moyen de trouver dans cette existence nécessairement chaotique quelque chose d'un peu ordonné et partant de satisfaisant. Non, je pensais à ça, c'est-à-dire que là, dans le cas, on a un père avec lequel vous dites avoir des relations jusqu'à la fin de sa vie, riche, cordiale. Il est mort à 100 ans, je me sens encore orphelin. C'était là ce que vous avez quand il parle, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très surprenant. Alors, c'est pas une lettre au père, mais c'est vrai que le rapport est beaucoup plus difficile, beaucoup plus ardu, et tu y vas, mais tu y gardes. Je ne parle facilement, comme nous tous, hein, que des choses qui n'ont pas d'impact immédiat sur mon affectivité. Évidemment, il est plus facile de faire le portrait de Pérez que le portrait de mon père. C'est comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu, mais j'en ai quand même dit beaucoup. C'est-à-dire j'ai essayé de dire autant que j'ai pu, autant qu'effectivement il m'a été possible. Le rapport est effectivement très compliqué que j'ai eu avec mes parents, avec mon père et ma mère. Je suis fils unique et en même temps troisième, c'est-à-dire que ma mère a perdu 2 enfants pendant la guerre, dans des circonstances atroces, ce qui l'a complètement abîmé le cerveau pour la vie. Et donc j'ai vécu avec des parents
avec lesquels j'avais des relations à la fois très affectueuses, parce que j'étais, ça c'est quand même important, j'étais un enfant non pas aimé, mais adulé, qui est un problème aussi, mais quand même moins grave que ce n'est pas voulu, que ce n'est pas aimé. Mais étant troisième et fils unique, vous imaginez la charge que ça lui faisait sur les épaules. Et donc j'ai eu avec mes parents, effectivement, des relations extrêmement compliquées, conflictuelles avec ma mère, qui n'en pouvait aimer, et pas assez conflictuelles avec mon père. Et on a besoin d'un père auquel on puisse se heurter, auquel on puisse, par rapport auquel on puisse se construire. J'avais des amis qui m'enviaient parce que j'avais un père extraordinairement gentil, et moi je les enviais parce qu'ils avaient un père dur et contre lequel ils pouvaient se rebeller. Donc on n'est jamais content de son père. Et évidemment, et donc je les ai ratés tous les deux. Je les ai ratés tous les deux. Et je pourrais dire qu'à un sens, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à eux avec regret et en colère contre moi-même de n'avoir pas su rendre leur vie plus facile au monde de ce point de vue-là. C'est-à-dire que j'étais très jeune, je n'ai pas vraiment compris, je n'ai pas su, et on est beaucoup plus sage après. Mais toujours est-il que je n'ai pas eu avec mon père les relations que raconte, que décrit Jean-Noël si bien dans son livre. Et en le lisant, je me suis pris à me demander, mais comment cela serait-il passé si j'avais pu avoir ce type de relation avec mon père? Moi aussi, le tableau, mon père était donc cultivé, il m'a appris une foule de choses. C'est une question de caractère, c'est-à-dire là, on essaie tous, comme tous les enfants d'ailleurs, on pousse nos limites et on attend une action, on attend de pouvoir se mesurer à son père pour pouvoir se construire. Et ça je n'ai pas eu. Donc tu as raison de mettre le doigt là-dessus, c'était l'un des points compliqués, douloureux. Et d'ailleurs très tôt dans ma vie, je suis parti. J'ai vécu seul à partir de l'âge de 15 ans. Et surtout, alors je dirais que là où ta trajectoire, ton itinéraire rejoint celui de Jean-Noël Jeannet, c'est ce fameux mot de méritocratie, c'est-à-dire l'école de l'excellence qui est à l'époque, dans les années 60, l'université, et à partir de là, voilà, vous vous retrouvez. Sauf que chez moi, c'est de la méritocratie pure. Chez Jean-Noël, c'est une méritocratie matinée d'aristocratie. Effectivement. Et à cet égard, quel regard vous portez sur cette catégorie si décriée aujourd'hui des élites, puisque vous êtes né au sein d'une élite, mais d'une élite au service de la France en l'occurrence. Vous avez passé par votre service militaire, par vos combats, par la formation d'étudiants pendant de longues générations. Et comment vous ressentez ce dédain qu'on a aujourd'hui, ou ce mépris, comme si ces élites étaient forcément mues par l'égoïsme d'avoir réussi, en se souciant peu finalement que les autres aient pu partager cela? Il y a toujours des élites dans tous les pays, y compris, ou peut-être surtout en démocratie, parce que la question est d'une part de savoir d'où elles émergent, et d'autre part de la manière de compenser quelque peu la hargne ou l'hostilité que toujours le fait qu'il y ait des élites provoque chez ceux qui, pas tous, mais il y a un certain nombre de gens qui reprochent aux élites d'être des élites. Et par exemple, l'antiparlementarisme dont on parle aujourd'hui, comme historien, je peux témoigner qu'il a été extraordinairement violent sous la Troisième République, mon cher confrère, vous le savez bien autant que moi. Donc c'est un exemple qui me paraissait propre à informer. Cela étant dit, il est évident que quand on est une élite, on a toujours approuvé les raisons qu'on peut avoir d'assumer cette situation. Et c'est pourquoi, alors là on arrive à une question de philosophie politique générale, c'est pourquoi les élites économiques en particulier, et la domination du marché en tant que tel, doit être
en permanence compensée par une intervention de l'État qui doit, le plus possible, faire des Guéhenno, des Peggy et des gens, ou des cartons qui surgissent de situations qui sont des situations évidemment inférieures en termes sociaux. Il faut les faire surgir, il faut en même temps éviter d'en faire des alibis, en disant il y a toujours eu un Peggy et un carton, ça prouve à quel point ça marche bien. Je pense que politiquement, c'est un des soucis qui doivent être au centre, je dirais, au centre politique actuel, que, à mon avis, ça n'est pas suffisamment au centre de nos élites actuelles. En France, c'est-à-dire en permanence de se demander comment élargir ce vivier en question. Ce qui n'empêche pas, quand en effet on est aristocrate, méritocrate, c'est vrai qu'on doit quand même, tâcher d'être pas trop inégal à ce qu'on demande, et pas prétendre non plus qu'on ne prend pas plaisir à être membre des élites. Parce que ça, c'est une autre hypocrisie. Je veux dire, ensuite, pour le deuxième tome, j'ai eu la responsabilité de diriger des entreprises, des maisons. J'ai toujours pris un grand plaisir, et je m'étais dit à 20 ans que je ne voulais pas avoir de patron. C'était évidemment une coquetterie que seule peut-être la situation permettait d'assumer. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire l'école nationale d'administration, j'aurais peut-être été reçu. Et c'est pour ça que j'ai choisi de... Ou bien j'étais professeur, et ça on revient à cette rencontre entre l'action et l'enseignement. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé avoir des étudiants, etc. Et j'aurais pas aimé, c'est vrai, n'être qu'un observateur regardant les autres en train de nager en disant tiens, pousse un peu ta brasse sur la droite. Et je me suis dit que les circonstances permettraient, j'espérais, ensuite d'avoir des moments où j'aurais cette responsabilité. Et que je n'accepterai jamais de dépendre de personne. Je l'ai été quand j'étais brillamment au gouvernement, ce que je rencontrais dans le tome 3, mais pendant 2 ans. Mais enfin, on pouvait démissionner toujours. Je pouvais démissionner parce que j'étais professeur, j'avais choisi d'être universitaire et d'avoir une chaire. Donc effectivement, je ne m'éloigne pas tout à fait de la question sur les élites. Il me semble qu'il faut admettre qu'il y en aura toujours. 2, lesquelles, d'où viennent-elles, comment, diversité des élites. Et si on se trouve y appartenir, on a plus de mérite quand on surgit, comme Élie, d'une situation plus difficile au départ que moi, j'en ai suffisamment décrit à quel point j'avais une cuillère d'argent dans la bouche, condition qu'on constate que cuillère d'argent, ça ne veut pas dire de l'argent. Parce que j'ai toujours été élevé dans une situation convenable, mais enfin, jamais dans ma famille on a fait d'argent. Ma grand-mère qui était protestante, maternelle, avait une formule qui m'a toujours frappé. Moi je suis de la BSP, je ne suis pas de la HSP. Pas de la Haute Société Protestante, je suis de la BSP. Et quand on avait un cousin qui était dans la HSP, c'était la famille Monod, qui est une famille qui est assez connue dans le milieu protestant français, bon, et qui a donné des gens de HSP et de BSP. On disait, mais ce cousin-là, oh, il a une bonne situation dans les affaires. On n'en savait pas davantage. Donc on pourrait développer la réflexion sur les élites. Effectivement, c'est fondamental dans n'importe quelle démocratie. Toute l'histoire des démocraties sont finalement fondamentalement une réflexion sur le rapport entre les élites et les autres depuis la Grèce antique. Donc c'est une excellente question à laquelle j'ai tenté non pas de répondre, de me donner 1 heure, mais d'esquisser quelque chose comme le début d'un petit début de réponse. Alors des élites, on va passer aux grands hommes, parce que finalement, c'est avec eux que vous avez Je pensais que tu avais commencé quand même non depuis le début. des grands hommes que vous avez rencontrés. Nous sommes amis d'abord, peut-être aussi, par la gaieté. Et par une espèce de... Voilà. Depuis que nous nous connaissons, c'est-à-dire à partir du tome 3, j'ai fait un index, mais il n'est pas dans l'index, donc c'est pas une raison pour lire le livre. Attendez le 3e si vous voulez voir Philippe Barnaby surgir comme ambassadeur. Ah, c'est sûr, il y a un index. Ah oui, je me suis arrangé quand même qu'il y soit un peu, mais c'est un peu... C'est grâce à Balladur. Il faut le citer. Ah oui, oui. Grâce à Balladur. Ah, on ne s'éloigne pas des grands hommes. Enfin non, des grands hommes. Ça c'est amusant de raconter, parce qu'il y a aussi l'anecdote significative dans les 2 livres, je crois vraiment. C'est-à-dire être au plus près d'un événement, d'un moment, d'une surprise, d'une rencontre, d'un étonnement, et puis du hasard de nouveau. Alors pour Jean-Jacques Jeannet, c'est De Gaulle et Mitterrand. De Gaulle, d'ailleurs les 2 figurent dans le petit filet qui orne le livre. Alors De Gaulle, c'est bien sûr très peu à la fin de sa vie, mais voilà, mais néanmoins un témoin. Mitterrand aura été celui qui vous a le plus marqué, malgré les critiques. Non, mais pas marqué. Je trouve De Gaulle, je continue à trouver que c'est un personnage prodigieux avec lequel n'importe qui d'entre nous peut entretenir grâce à ses archives, ses mémoires, son journal, et les archives sonores aussi que j'utilise très souvent dès que je peux dans mon émission. Un commerce tout à fait particulier. Mitterrand m'a beaucoup intéressé, m'a
impressionné souvent, mais j'ai pas, finalement, je me rendais compte en y repensant que je n'avais pas tissé avec lui des liens affectifs très forts, ni de distance, comme certains ont pris après avoir été des courtisans. Après, on dit quoi? Je savais pas. Quoi? Il était. Je n'aimerais personne. Quoi? Il était antisémite? Je savais pas du tout. Attendant pour ça que. Évidemment, bon. Alors, je ne monte pas sur ce chapitre-là qui est essentiel, mais Mitterrand m'a beaucoup intéressé, oui, et je ne prétends pas ne pas avoir été aussi, à certains moments, proche de lui, au sens où j'étais content qu'il me confie des tâches. Mais par exemple, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on en parle, quand j'étais président de Radio France, c'est vrai qu'au bout de 2 ans, la tension a été extrême. J'ai su par des amis qu'il avait dit que j'avais rompu un contrat moral. Je ne sais pas le moment d'en parler, mais si, parce que la gauche arrivant au pouvoir avait eu le grand mérite de rompre l'immédiateté du rapport avec la télévision et la radio, qui avait toujours été le cas. On avait prétendu au début des années 70 changer de cap, mais pas du tout. Giscard jusqu'au bout a vraiment tenu la radio et la télévision. Et Mitterrand et les siens, l'ayant promis, ont décidé de faire ce sas qu'a constitué la haute autorité de la communication audiovisuelle et de faire désigner les présidents des sociétés par cette haute autorité. J'avais trouvé que c'était très courageux. Il m'a quand même reçu pour passer un petit examen, une fois qu'il a su, il n'avait pas pensé tout seul, que la haute autorité souhaitait me désigner pour faire un petit effet de surprise à la tête de Radio France. Donc ça a été cela, et en même temps j'avais trouvé que c'était rétrospectivement, j'étais un peu fou. En tout cas, je pensais qu'il fallait rendre hommage à la gauche de son courage en évitant qu'au quotidien, les gens au pouvoir s'efforcent passionnément de rattraper le courage qu'ils avaient eu en compensant par des interventions constantes. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Constantes ou pas. En fait. Donc, par exemple, j'ai trouvé symboliquement, j'avais nommé un nouveau directeur de l'information, je l'ai nommé, et j'ai annoncé à l'AFP que je l'avais nommé, et le Premier ministre, qui était le roi, et surtout Mitterrand et son entourage, ont appris ça, ça les a stupéfaits, mais comment? Je n'avais pas compris, j'avais compris que vous vouliez que je sois autonome et indépendant. Je n'ai jamais intervenu, jamais accepté qu'on intervienne auprès de moi pour que j'influe sur l'information. Jamais. Quand je suis parti, d'ailleurs, plusieurs m'en ont pris acte de ça. Ça ne m'empêchait pas que j'étais responsable et que souvent je les faisais venir pour leur dire c'est pas bien ce que vous avez fait, ça c'était ma responsabilité. Mais si j'avance sur ce terrain-là, qui me paraît important, par rapport à mes rapports avec Mitterrand, qui avait une coquetterie à cet égard. Une autre fois, il m'a dit « J'espère que mon entourage n'intervient pas trop auprès de vous. » Monsieur le Président, pas du tout. Et d'ailleurs, j'avais donné instruction à tous les membres de cabinet. J'avais dit que quand ils téléphonaient, ils parlaient à ma directrice de cabinet et pas à moi. Je ne les prendrais pas. Je prenais le ministre, il avait des choses à dire, ou un conseiller de Mitterrand à la rigueur. Il y a eu une telle tension au bout de 2 ans. J'ai su par une amie et des amis qui le connaissaient qu'il avait dit que je manquais mon contrat, que j'avais rompu un contrat moral. Il n'intervenait pas, mais il emploie l'expression il faut quand même que je sois un peu protégé. Parce que c'est une formule évidemment plus pudique. Bon, je ne rentre pas dans le détail, je l'ai dans le livre, mais au bout de 2 ans, les choses ont allé mieux. On a gagné des auditeurs, et puis d'autres sont devenus des cibles. Fabius arrivant, je dois dire, est extrêmement brutal par rapport à Mauroy qui nous avait protégés, qui était le Premier ministre avant, mais il a dirigé surtout ce ire à l'égard de la haute autorité. Ce qui fait que j'ai senti que les choses s'améliorent. Et puis il y a une série d'incidents que je n'ai pas le temps de raconter en détail qui ont fait que le président de la République, peu à peu, s'est dit que peut-être. Et puis est arrivé 86, c'était le retour de la droite, certains d'entre vous se le rappellent, c'était le retour des émigrés, c'était 1814, j'ai beaucoup mieux enseigné ça. Il y avait une violence, et notamment un ministre d'État que je traite très bien dans mes mémoires, mais que Élie traite, on peut dire l'histoire, parce que l'un et l'autre, on a constaté, c'est une parenthèse, mais, puisque nous sommes ensemble, cette parenthèse, c'est que M. Balladur voulait qu'on l'appelle non pas M. le ministre, mais M. le ministre d'État. J'avais protesté dans une lettre contre un comportement, après 86, qui me paraissait indu, et il m'a fait savoir, le contenu de la lettre de la priorité, mais ce n'est pas l'essentiel, il a fait savoir par ma directrice de cabinet que je n'aurais pas dû écrire M. le ministre, mais M. le ministre d'État. Alors je lui ai dit, comme je savais que j'allais partir, on pouvait être un peu insolent. Et puis on revient à la question de l'aristocratie, méritocratie. Je lui ai fait dire par la même voix que mon père et mon grand-père avaient tous les deux été ministres d'État, et qu'à l'époque on disait Monsieur le ministre. Mais que s'il voulait qu'on l'appelle Monsieur le ministre d'État, désormais je le ferais. Et
j'ai lu dans les mémoires d'Élie, avec beaucoup d'amusement, que ce n'était pas le hasard d'une préoccupation momentanée chez lui. C'était une obsession, peut-être peux-tu. C'était une obsession. Ce n'est pas pour rien que Plantu, dans le monde, dessinait un chef apporteur. Il est venu ici, il était futur Premier ministre, il n'était pas encore. Et j'étais chargé, il a été reçu par l'armée à un moment, et le général qui le recevait, qui était le général Mixna, qui était à l'époque commandant de la région centre, je crois, m'a demandé de l'accompagner. J'étais en réserve en quelque sorte. Il m'a demandé de venir avec lui parce que j'étais francophone. Et donc, il était très amusant, enfin amusant, il était d'une arrogance absolument, mais une arrogance un peu ridicule, pas une arrogance à la Fabius, mais une arrogance à la bourgeois gentilhomme. Il y a des portraits dans nos livres, vous l'avez compris. Mais vous êtes d'actif ou de réserve, capitaine, me dit-il. J'ai dit, je suis réserviste, monsieur le ministre. Et c'est là qu'il m'a dit, d'État. Monsieur le ministre d'État. Il m'a dit, vous connaissez bien le français pour à l'étranger. J'ai dit, monsieur le ministre d'État, c'est mon métier, je suis historien de la France. En fait, tout était comme ça. C'était absolument extraordinaire. Et donc, en lisant le livre, j'en ai retrouvé le même réflexe. Et donc, ce n'était pas un hasard, c'était une obsession. Alors, je termine sur Mitterrand, parce que, si vous permettez, puisque après, à ce moment-là, il a vu que j'étais capable de résister plutôt mieux que certains que j'ai vus se ruer dans la servitude. Parce qu'il n'y a pas que Montaigne, il y a aussi la Boétie, la servitude volontaire. Et donc, tout à coup, j'ai eu les 4 pieds blancs, c'est complètement changé. Quand j'ai été vidé, comme prévu à la fin de l'année par la droite, qui a fait une nouvelle loi pour ça, il y avait M. Villiers, qui était secrétaire d'État à la radio, c'était pas terrible pour moi. Donc, tout à coup, j'ai changé d'apparence. Il m'a invité à déjeuner, et il m'a nommé ensuite à la mission du bicentenaire. Comme quoi, capacité de tenir assez bon est une question absolument essentielle. Donc, j'ai tout noté en détail, j'ai raconté, c'est intéressant, il me semblait, en tout cas, les conversations que j'ai eues avec Mitterrand. Je le trouvais intéressant, forcément un peu intimidant, mais pas vraiment. J'avais l'impression de l'observer un peu comme un historien déjà observe quelqu'un qui va raconter. Et puis en même temps, je faisais attention à ce que je disais, mais je veux dire, je n'avais pas des sentiments forts, ni de certaines armes que certains nourrissaient pour reprocher à un grand homme de lui avoir donné le pouvoir pour éviter d'être reconnaissant, ça, j'avais pas ça. Et en même temps, je ne trouvais pas non plus que c'était un passage passionnant, mais pas... Enfin, je n'avais pas l'impression que c'était De Gaulle. La différence entre De Gaulle et Mitterrand, tu me diras si tu es d'accord avec cette définition, De Gaulle est un personnage d'épopée et Mitterrand est un personnage de roman. Très bien, très bien. Je peux l'utiliser, non? Malheureusement, je n'ai pas connu De Gaulle, mais j'ai pas bien, mais assez bien connu Mitterrand. Et c'est vrai que c'était un homme extraordinairement intéressant. C'était une grande culture. Mais ce n'était pas De Gaulle. Il n'en a pas marqué le visage de la France de son époque comme De Gaulle l'a fait. Ce qui me ramène à la question des élites, qui est une question intéressante, et puisqu'on en parle beaucoup, et c'est un mot qui demanderait à être moins défini, parce que c'est un mot valise, enfin, tout le monde est... Mais dans l'hostilité aux élites, qui m'agace énormément, il y a énormément de démagogie. C'est-à-dire on fait porter aux élites, sans les définir, on fait porter le chapeau de tous les malheurs de la société. Sans se dire, comme vient de le dire Jean-Noël, qu'il n'existe pas de société sans élite, il y en a toujours, il faut bien, sinon on ne peut pas vivre. Et surtout sans se demander comment on peut revivifier ces fameuses élites de manière à ce qu'elles fassent le boulot qu'elles sont censées faire. Remarquez bien, le discours anti-élite mène toujours au populisme. Toujours. De la même manière que le discours anti-parlementaire. C'est-à-dire, c'est que les gens ne comprennent pas. Je pense que le parallèle avec le Parlement est un parallèle intéressant. De la même manière que l'idée du Parlement
est bien supérieur aux gens qui font partie de tel ou tel parlement. N'est-ce pas? De la même manière, la fonction des élites dépasse de loin ceux qui, à un moment quelconque, font partie, fonctionnels ou autrement, de ces élites-là. Mais, remarquez bien que dans le discours anti-élite, c'est un rejet complet. C'est-à-dire, on rejette les élites, la trahison des élites. Pas la trahison des clercs, c'est différent ça. La trahison des élites, ce sont les élites qui sont coupables de tout. Et dès que l'on dit ça, on dit quoi? Il y a les élites, mauvais, il y a le peuple, bon. Comme si les élites ne faisaient pas partie du peuple. Remarquez bien, nous sommes tous plus ou moins, faisons tous partie, à un titre ou à un autre, de l'élite, dans cette salle. Si nous faisons partie de l'élite, nous ne faisons plus partie du peuple. Et le peuple est une entité à part. Et les deux sont mythiques, évidemment. Les deux sont mythiques. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus faire de politique. Et certainement pas de la politique démocratique. Élie, quand je parlais de grands hommes, en fait, on ne pouvait pas voir les guillemets que j'y mettais, parce que dans la manière dont tu les décris, en fait, on voit leurs défauts, on voit leur étroitesse d'esprit, c'est-à-dire c'est un peu... tu ne fais pas dans la statue du commandeur. Parce qu'il n'y en a pas. Il y a eu un commandeur, c'était De Gaulle, et même De Gaulle était capable. Il était envoyé. Mais Ben Gurion, je ne l'ai pas connu. Ben Gurion est notre seul De Gaulle. Avec peut-être l'exception de Weizmann, qui était aussi un très grand personnage, mais qui était surtout un très grand diplomate. Ben Gurion était un homme d'État, un véritable homme d'État, le seul que l'on puisse comparer à De Gaulle. Ce que j'ai approché moi et que j'ai fréquenté, tu sais, on dit que nul n'est un grand homme pour son valet de chambre, je n'étais pas le valet de chambre. Mais ce n'était pas des grands hommes. Il y en avait qui étaient plus honorables que d'autres. Mais dès lors que l'on décrit, que l'on fait cet exercice, il faut les montrer tels qu'on les a vus, avec leur grandeur et leur petitesse, sinon l'exercice ne vaut pas la peine d'être raconté. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire. J'en ai approché beaucoup. Certains étaient plus intéressants que d'autres. Certains ne correspondent pas du tout à leur image, soit en mieux, soit en moins bien. Mais entre ce qu'il était, mais ça m'a donné beaucoup de plaisir de les décrire parce que je les ai beaucoup observés. Et tirer des portraits comme ça par écrit, c'est amusant. Je me suis découvert un petit talent. Pas de ceci, bon, mais disons de la prière, c'est déjà pas mal. Et oui, donc j'ai bien connu Barak, Pérez, des gens comme ça. Je les décris avec leur faiblesse et leur force. Sharon est un homme qui m'a... C'est peut-être le seul qui m'a vraiment étonné. On le sent. C'est le seul qui m'a vraiment étonné. Que je rencontrais d'ailleurs à Paris pour la première fois quand j'étais en poste à Paris. Et je l'ai vu à l'œuvre et l'homme était absolument étonnant. Et si je puis me permettre juste une remarque, je crois qu'on ne serait pas dans la situation où nous nous trouvons s'il n'avait pas eu cet accident cérébral. Dans Shimon Peres, on ne peut pas dire qu'il ressort comme un saint de vitrail. Pas de vitrail, non. Alors, tu n'as pas rencontré Ben Gurion, mais vous, Jean-Noël Jeannet, vous l'avez rencontré lors de votre visite en Israël en 1969, à Tel Aviv, rue Karen Kayemet. Qu'est-ce que... Oui, j'avais... Peut-être, ça surprend sans doute, parce qu'on ne s'attend pas à ce que vous les rencontrer. J'avais l'idée, peut-être, je ne sais pas comment dire ça, l'audace ou la naïveté de penser quand je passais dans un pays, j'avais envie de voir des gens importants. Et donc je leur demandais, très souvent ça marchait, tu sais que ces jeunes gens, j'arrivais souvent à deux en général, des jeunes gens qui s'intéressent à moi. Mais Ngouria a mis du temps pour comprendre pourquoi on s'intéressait à lui, mais après, moi je ne vais pas raconter, vous trouvez le récit là, il était intéressant, impressionnant, et peu à peu il s'est intéressé à cet interlocuteur, et c'était un grand intérêt, c'était Ben Gurion. Donc c'est vrai que j'ai pris comme toi plaisir à faire quelques portraits, plus plaisir que je m'y attendais à l'avance. C'est assez... je ne devrais pas être la prière, mais enfin...
Mais en vérité, par exemple, il se trouve que Malraux vient un soir dîner chez mes parents. Évidemment, je n'allais pas rater l'occasion de prendre des notes, et puis je trouvais ça après. Je me suis amusé à faire ce portrait de ce Malraux spécifique au milieu de ce petit groupe de gens, un milieu mondain, mais le monde n'était pas l'essentiel, c'était le personnage qui était là. Edgar Faure, et puis le tome suivant, évidemment, les personnages qui sont, eux, à peu près vivants. Edgar Faure ne l'est plus, je vais succéder au bicentenaire, mais par exemple, je parle beaucoup de Laurent Fabius, je parle beaucoup de Jack Lang, puisque c'était à cause du bicentenaire, il était aussi responsable, puisqu'il avait le titre de ministre du bicentenaire. Et je veux dire que l'idée, quand on a lu les mémoires, qu'on pouvait raconter les choses différemment, c'est une question largement de querelle de territoire. On a laissé, comment dire les choses, je ne dirais pas abasourdi, mais dans un état de relative irritation. On a manifesté quand nous sommes vus depuis. Je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas raconté. Je ne prétends pas faire de l'histoire en l'occurrence. Je raconte comme historien qui a le goût de réfléchir à mesure à l'équilibre des forces, le rôle des personnalités, etc. J'ai envie de dire mon histoire. Nazini avait joué un rôle essentiel pour la pyramide du Louvre. Il a été, je trouve, un peu modeste dans ses mémoires quand il évoque sa relation avec Jack Lang et la façon dont Jack Lang ensuite a raconté la pyramide. Donc, moi je trouvais que c'est plutôt j'avais pas l'impression d'être hostile à Jack Lang. Il m'a manifesté quand je l'ai croisé depuis qu'il ne partageait pas cette idée. Alors, puisqu'on a comment dirais-je, un passage obligé, la question juive. Ce qui m'a frappé, c'est que elle n'est pas centrale ni dans votre œuvre, ni dans vos préoccupations, et néanmoins, dès je pourrais regarder la 12e ou la 10e page, vous en parlez à propos, non, c'était votre adresse. Non, lui, il en parle de la question juive. J'en dirai un peu tout à l'heure d'ailleurs, mais vous en parlez à propos du comportement de votre grand-père, Jeannet, président du Sénat, qui est à Bordeaux en 40, cet état de cette lettre qu'il signe à Édouard Herriot, avec Herriot, oui, il signe avec Édouard Herriot, pour condamner les mesures qui frappent les Juifs. Intéressant, c'était à la fois, encore une fois, dans votre parcours, elle n'a pas été centrale, et en même temps, c'est presque la première chose dont vous nous parlez, comme ça, avec une certaine gravité. C'est une pierre de touche morale. Ouais, c'est pour ça. Mais avant, je crois que j'ai dit quelque part que, enfant, pour moi, l'affaire Dreyfus, et je parle devant quelqu'un qui ne peut pas être entièrement indifférente, l'affaire Dreyfus a été quelque chose comme très très important. Parce que c'était vraiment, ça venait à la fois de mon grand-père paternel, qui avait été élu en 1902 député de la Haute-Saône contre le nationaliste Fachard, au nom du Bloc des Gauches, et qui, dès ce moment-là, avait été très très proche de Waldeck-Rousseau, avait suivi l'effort à la fois d'équité qui était celui de Waldeck-Rousseau, et en même temps le désir de pacifier quelque peu après cet événement central, majeur. Et ma grand-mère maternelle, protestante encore une fois, qui jeune fille, avait été absolument bouleversée par cette affaire, parce qu'elle tenait son journal, elle aussi, on en a la trace, et qui a été marquée de façon définitive par ça. Je racontais hier à Élie qu'elle avait fondé, comme ça se passait parfois dans la bourgeoisie intellectuelle, ce qu'elle appelait une société de lecture. Ils étaient une quinzaine de médecins, d'intellectuels, de professeurs d'université, etc., qui se réunissaient chaque mois pour une occasion de sociabilité, etc. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'elle était constituée exclusivement de protestants et de juifs. Ils ont accepté un catholique, je crois, en 1948. Mais je dis ça parce que ça signifie vraiment ce que ça a voulu dire à ce moment-là. Et moi, en entendant parler de l'affaire Dreyfus, j'ai été très, très, très marqué par cela. J'avais ça évidemment un peu en tête en Angor Ben Gurion, mais c'était surtout une curiosité humaine et d'historien, effectivement. Et je raconte aussi, je crois, une conversation à ce moment-là dans un climat avec une famille qui m'avait accueilli avec un ami, et je me rassemblais dans cette conversation. J'ai pris en note en détail un certain nombre des forces puissantes qui, parfois contradictoires, traversaient le pays d'Israël. La question française, alors. À moins que tu veuilles dire quelque chose sur la question juive. J'ajouterais d'ailleurs une petite remarque. Tu dis, voilà, je n'ai pas voulu faire de mémoire.
Et c'est d'autant plus juste que très souvent, ton livre, c'est des digressions, tes réflexions sur Israël aujourd'hui, la question de l'antisémitisme. D'ailleurs, parfois, tu sors justement du récit narratif, de la chronologie pour... voilà. Oui, comme Jean-Noël, je pense que ça... micro. Oui, je pense que ce type de livre n'a d'intérêt que s'il est écrit à la croisée entre d'un itinéraire personnel et de l'histoire. C'est pour ça que, sinon ma vie, les anecdotes de ma vie auraient un intérêt pour toi parce que nous sommes amis, mais pour le public au sens large, alors que ma vie, comme la vie de chacun d'entre nous ici, de chacune d'entre nous, débouche nécessairement sur l'universel, sur le global, sur le collectif. Et moi, je fais de ça la trame de mon livre. Alors, évidemment, je me suis intéressé, il y a énormément, non pas de digressions, ils font partie intégrante du livre. Il y a des choses bizarres. Il y a quelques pages qui sont une histoire de la Belgique. Pourquoi? Parce que j'ai vécu en Belgique, parce que j'y vais encore souvent, je me suis intéressé à ce pays avant même de savoir que j'y vivrais un jour, ou que j'y travaillerais un jour, que ce pays politiquement et culturellement me passionne. Donc je fais une brève histoire de la Belgique. Il y avait 30 pages d'histoire de Belgique. L'éditeur m'a dit, oh, bon. Et donc je les ai réduits à 6. Mais quand même. Le public belge n'est pas indifférent pour le Non, tirage d'un livre. il a trouvé que c'était un peu trop pour lui. Et donc il y a toutes sortes de réflexions, d'abord sur mon métier d'historien. Qu'est-ce que l'histoire pour moi? Qu'est-ce que ce métier pour moi? Sur l'université israélienne et française comme institution, sur les maîtres de ces universités israéliennes et françaises, j'en ai connu de haut en couleur, qui sont intéressants et qui m'ont marqué. Et donc il y a beaucoup de ça. Et aussi une réflexion que j'espère non sans intérêt, oui, sur le peuple, sur les Juifs. Moi, je me suis intéressé davantage aux Juifs que jamais dans ces livres. C'est bizarre. Oui. Et bien sûr à l'aventure de ce pays, Israël. Et enfin, évidemment, au lien entre les deux, puisque c'est ça qui m'intéressait. Finalement, si j'ai vraiment voulu passionnément ce poste, si on m'avait offert d'être ambassadeur à l'ONU ou aux États-Unis ou n'importe où, je n'aurais pas accepté. Ce n'est pas le métier d'ambassadeur qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était le poste d'ambassadeur à Paris. C'est-à-dire le fantasme de mettre ensemble ces deux moitiés de mon identité culturelle en quelque sorte. Et ça m'a beaucoup excité. Le hasard a voulu que je l'obtienne. D'ailleurs, c'est un concours de circonstances assez exceptionnel. Et l'ami ministre des Affaires étrangères, je suis un bel ami, un ambassadeur là-bas qui est mort dans des circonstances glorieuses. Vous n'avez rien contre Félix Faure. Tu n'as rien contre Félix Faure. Non, Bon, alors. absolument. Et donc voilà, je me suis retrouvé. Et il se trouve que Jacques Revard, qui était le ministre plénipotentiaire au même moment, et qui a beaucoup contribué à la réussite relative de ma mission, il est là et il sait que j'ai mis dans cette mission beaucoup de passion. Et évidemment, il y a une réflexion sur la France qui va au-delà de la diplomatie, mais aussi une réflexion sur la diplomatie, sur le métier de diplomate, qui est d'autant plus libre, je crois, que je ne suis pas un diplomate professionnel. Donc je puis le voir à la fois avec des yeux de praticien, pour le temps que j'y étais, mais aussi avec les yeux d'historien et un peu d'idéal. Donc j'ai pu voir comment fonctionnent deux ministères des Affaires étrangères très différents, à Jérusalem et à Paris. Et donc faire des comparaisons que je trouvais amusantes et parfois, qui sait, destructives. Si vous permettez, Denis, je voudrais rebondir sur le fait que cette double identité, c'est encore un point qui me paraît
rapproché, je veux dire d'historien et dans l'action. Tout à fait. C'est cette rencontre-là. Ah bah pardon, Non. Non, mais parce que c'est ce que j'ai éprouvé évidemment à Radio France, ensuite un peu au gouvernement, mais surtout au moment du bicentenaire de la Révolution française. Par de hasard, mes deux prédécesseurs étaient morts, un en accident d'avion Barouin, l'autre de son montage, Edgar Faure. Donc j'ai reçu d'ailleurs de l'extrême droite des télégrammes assez nombreux, jamais 203, le sang des martyrs retombera sur toi, etc. Ah non, la violence d'extrême droite, on ne peut pas. Un jour, mon père me téléphone, justement, me dit, tiens, il y a un paquet qui est arrivé, on était à la campagne, il y avait le nom de famille, il n'y a pas le prénom, je pensais plutôt pour toi que pour moi. Je dis, pourquoi papa? Mais tu l'as ouvert? Oui, c'est une vipère dans le formol. Je referme cette parenthèse. L'important, c'était l'idée... Tu permets que j'ouvre moi-même? Oh, oui, oui. Moi, je reçu à Paris. J'ai reçu à Paris un paquet avec une balle dedans, une balle de 9 mm. C'est pas mal, les choses qu'on peut recevoir par la poste. Et donc, je ne sais pas comment un journaliste à radio avait appris ça, et il me demande une réaction. Il dit, c'est dommage, je ne m'ai pas appelé, le gars qui a envoyé ça, j'ai donné d'autres moyens de se servir d'une balle plus efficace que l'envoyer par la poste. Et quand l'officier de sécurité, quand il a entendu ça, il est devenu fou. Excuse-moi, je t'ai dit. Mais non, ce sont des souvenirs partagés de vieux combattants qui ont affronté des risques épouvantables. Je ne pense pas que j'ai affronté grand. Mais enfin, quand même, je faisais attention, j'habite à côté de Saint-Nicolas du Chardonnay. Je passais sur le trottoir inverse, puisqu'il publiait chaque mois qui s'appelait l'Anti-89, où il n'était pas traité de façon affectueuse. Mais non, mais je reviens sur cette question de la double... Enfin, le fait très spécifique, je crois. J'avais été sociologue ou psychanalyste, j'aurais aussi utilisé mes moyens de ma formation pour ça. Mais c'est vraiment comme historien, sur les différents rythmes, j'en parlais de la durée, où on doit s'inscrire son action. Et puis là, c'était l'homme public chargé de gérer la mémoire d'un grand événement comme la Révolution française. Ce qui avait des dimensions évidemment très diverses, des dimensions planétaires, parce que beaucoup de gens s'y intéressaient, organiser les événements. Quel laboratoire. Quel laboratoire extraordinaire. C'était organiser aussi, évidemment, les grands événements. Et à l'intérieur, aider tous ceux qui avaient très nombreux envie de participer, en particulier dans les régions françaises, ce qu'à Paris on ne voyait pas du tout, parce qu'on était obsédé par la peur d'avoir l'air fervent. Surtout pas, il fallait être goguenard, donc ça a duré jusqu'à quand? Jusqu'au 14 juillet. Et ça me conduit à dire que nous avons eu à organiser un événement qui est le défilé de Jean-Paul Goutte, que certains d'entre vous se rappellent peut-être, parce qu'il a été montré à la télévision, 1 million de... On a eu à la fois détermination, un bon choix. C'est Jack Lang, sur son cabinet, qui a eu l'idée de Jean-Paul Goutte, il faut le rendre, c'est pas mal. Et il nous est revenu à nous d'avoir organisé tout ça, de garder un sens politique à ce que ce génial publicitaire nous proposait, qui avait tendance un peu évidemment à être ébouriffé, c'est normal. Donc il y avait ça, il y avait à la fois réfléchir à cette durée, à ces longues durées, comment le traduire, comment réagir avec l'Église catholique par exemple. Je me suis amusé à raconter une relation avec le cardinal Lustiger, qui était absolument furieux parce qu'il trouvait que l'essentiel de la Révolution devait appeler de la part de la France un travail d'amnèse et en gros de contrition. C'était l'origine de toutes les barbaries du XXe siècle. Et donc je raconte par exemple longuement, c'est là que j'ai essayé d'être très concret, un dîner à l'archevêché, parce que c'était une occasion d'évoquer ce rôle qui était le mien comme républicain et respectueux de toutes les croyances. Et puis il y avait bien sûr la grande querelle des historiens, puisqu'il y avait deux écoles, trois, il y avait Chonu, qui était vraiment à l'extrême droite et qui lui crachait chaque fois qu'il passait devant le lycée Carnot. Alors c'était réglé, un grand historien, mais enfin on ne pouvait pas essayer de... Il est un homme adorable. Oui, je l'avais vu, il était membre du conseil d'administration de Radio France d'ailleurs. Il avait été très bien humainement. Et puis il y avait essentiellement les deux écoles de Michel Gauvel, qui était dans la suite, après Soboul, et après Mathiez, après Ollard, etc. Dans la suite d'une histoire sorbonnarde et très marquée, comme la Brousse aussi, par l'idée de la domination des forces économiques profondes et sociales. Puis de l'autre côté, ce que Furet avait apporté avec Mona Ozouf, insistant comme les historiens du XIXe siècle sur l'histoire culturelle, et les forces, il n'y avait pas tort. Mais du coup, emporté, à mon avis, au-delà, en ne voyant pas ce que la Révolution gardait comme lutte de classe. Bon, alors ça, c'était... Moi, je n'avais pas arbitré, j'étais un peu entre les deux. Et c'était vraiment... Alors là, il y a un joli portrait pour plus tard, c'est trop tard, pour plus tard qui ne pourra plus, mais faire une opposition entre Vauvel et Furet. Vauvel qui était représentant de tous les professeurs de collège, de lycée formés par cette école,
Et puis Furet, qui était, lui, le fils d'instituteur, Furet, fils de banquier, un peu morgué, et en même temps très talentueux, évidemment. Ils étaient entre les deux. Bref, c'était intéressant aussi de s'occuper de ça et de voir comment gérer un peu les choses, parce que ça a émergé forcément aussi dans l'ordre du politique. Donc là, c'est le moment de ma vie où j'ai le plus senti à quel point il était passionnant, à quel point il était parfois compliqué, mais au total prodigieusement stimulant, et là encore c'est une chance. J'ai trouvé comme une chance de pouvoir se mêler de ça et réfléchir constamment à ce qui avait pu se passer. René Raymond, à propos de Nanterre, ça avait été mon directeur de thèse, il était président de Nanterre, etc. René Raymond avait, à un moment donné, fait tout un livre pour réfléchir à ce que était cette situation de l'historien ayant un pouvoir politique à Nanterre. Et je crois qu'on pouvait l'élargir, en tout cas, pour transporter cela ailleurs. C'est ce que j'ai fait, et j'ai senti profondément ce que tu viens de dire, Élie, sur cette double identité, qui n'était pas d'ailleurs, pour moi, quelque chose de déchirant, mais qu'au contraire, c'était stimulant. En tricotant constamment, je pense vraiment que, comme historien, j'ai fait un certain nombre de choix qui ont été différents. Alors, évidemment, il y avait aussi le plaisir de proposer à Mitterrand, qui on mettrait au Panthéon, ça c'était très intéressant. Effectivement, c'est un de mes amis qui était là, qui m'a dit si on mettait Gaspard Monge, personne n'y avait pensé, mais c'était très bien, Premier ministre de la Marine en 92, il y a des textes magnifiques sur la fonction publique, on a mis Gaspard Monge pour honorer la mathématique, et un ministre. Et puis j'ai proposé Condorcet, on n'avait pas ses restes, on s'est arrangé pour faire quand même. Et puis l'abbé Grégoire, que personnellement j'adorais, j'ai proposé à Mitterrand, qui a tout de suite dit oui, et qui a pris un certain plaisir, je pense, il n'a pas dit comme ça, c'était pas son genre, un certain plaisir à penser que c'était pas exactement ce qui ferait le plus plaisir au cardinal Lustiger. Alors qu'il en a parlé une grande partie de notre dîner, parce que c'était insupportable. Pour lui, j'ai quand même c'est un grand homme, mais là, on contre le vandalisme, pour la défense des Noirs, on contre... Mais il m'a rappelé, on ne peut pas lui enlever, mais je me rappelais que quand il est mort, parce qu'il avait été jureur, on voulait lui refuser les derniers sacrements. Et que c'est un prêtre qui a apporté quand même le dernier sacrement dans les années 30 à l'abbé Grégoire. Ce prêtre qui d'ailleurs, du coup, n'a pas eu la mitre, on est dans l'Anatole de France, il n'a pas été fait évêque comme il aurait pu. Je rentre un peu dans ces détails. Je ne vais pas résumer ce dîner, mais en sortant, René Raymond, qui avait été invité, qui n'avait pas du tout Lustiger, s'était connu à la Sorbonne comme jeune catholique à l'époque, m'a dit je suis content que vous ayez dit tout ça, moi je ne pouvais pas. Et ça, évidemment, ça m'a fait plaisir. Moi, vous voyez, quand on raconte tout ça, on essaye constamment de mêler l'anecdotique, parce que l'anecdote, l'événement, c'est aussi pour nous notre matière. L'événement dont on tire tout ce qu'on a pu tirer, et en même temps réfléchir effectivement à ce que tel événement qu'on a vécu, et qu'on voit toujours subjectivement, bien sûr, mais avec un peu de distanciation, puisqu'on est historien, ce que cet événement peut renseigner au-delà du même, peut dire au-delà du même, sur des forces, je reviens au début de notre conversation, sur des forces, des mouvements, des sensibilités partagées qui travaillent en profondeur d'une société et qui du même coup se révèlent, se cristallisent lorsqu'un moment spécifique surgit de la sortie. Quand on est témoin, éventuellement un peu acteur à la marge, c'est un incroyable privilège. Alors franchement, si j'étais grognon, je ne le suis pas. Voilà. Peut-être juste un mot sur... parce que Jean-Noël, tu as eu le privilège de proposer des panthéonisables, je ne sais pas si on peut dire ça. Moi j'ai donné à plusieurs reprises la médaille des justes à des ayants droit des justes français. Et c'était les moments les plus émouvants de ma mission. Et là aussi c'est vertigineux parce que tout s'entrechoque, c'est-à-dire et toutes les facettes de la personnalité, de l'historien, des juifs, le représentant de l'État des juifs, mais aussi simplement l'être humain, parce que ce sont des gens absolument extraordinaires, la modestie de ces gens est tout à fait formidable. Et bizarrement, l'un des personnages qui a été honoré était le cardinal Piguet. Le cardinal Piguet a été évêque de Clermont-Ferrand et il avait comme particularité d'être un fervent pétainiste, maréchaliste, mais voilà, il a sauvé les enfants juifs pendant la guerre. Il y avait l'idéologie d'un côté et puis l'humanité de l'autre. Et ça m'a valu les honneurs de Radio Courtoisie. Je savais pas à l'époque. Je suis content d'être ton ami.
je dois plus radio avec cette fois. Et les fautes de l'humanité, comment faites-vous pour donner à un pétéliste? Il se trouve que ce pétéliste a sauvé des enfants. Je voudrais vous remercier, je voudrais que voilà, la salle puisse intervenir. J'imagine que voilà, ce débat qui m'a passionné, qui vous a passionné, j'en doute pas, a suscité en vous beaucoup de questions. Donc voilà. Oui. Bonjour. Enfin, j'aimerais poser. Je vais circuler un micro parce que sinon on n'entendra pas. Je vous prête bien. Merci. Je voudrais vous poser une question. Vous avez pris des notes en ayant conscience d'en faire quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est justement cet abord d'écriture, donc cette conscience en tant qu'historien. Vous avez commencé à prendre des notes à quel moment? J'ai des carnets. J'ai commencé à 16 ans à prendre j'ai un carnet comme ça où se mêlent des émotions d'adolescent, je ne le cache pas, mais que je garde pour moi. Mais où par exemple, c'est au moment du 13 mai. Et donc je raconte nos discussions au lycée. Et ensuite, comme j'ai recommencé à l'école normale aussi un peu, et puis en Algérie, et puis en mai 68, je me suis dit c'est quand même très intéressant, je raconte longuement. J'étais à la fois tout à fait en sympathie pour plein de choses qui bousculaient la société dans ses conservatismes, en même temps non moins passionnément soucieux que De Gaulle ne parte pas comme Metternich en 1848 dans un chariot de lavandière, enfin je veux dire l'équivalent. Donc mon père était au gouvernement, il me racontait tout, même chose, il était ministre des Affaires sociales, mêlé aux accords de Grenelle, vous vous rappelez. D'ailleurs j'ai cru que j'allais pouvoir y assister parce que j'avais prévu une petite table, j'aurais été très content. Au dernier moment, Pompidou a dit malheureusement, celui qui dit je veux personne d'autre que les. Bon, mais donc j'ai ensuite, quand j'ai eu l'impression que c'était important, mai 68, j'avais vraiment beaucoup noté. Et puis mon voyage autour du monde, c'était mon premier livre. Et c'est en 75 en fait, quand j'ai soutenu ma thèse, je me suis dit ma vie va probablement être intéressante. Donc je vais écrire pour tous les jours. Je dis pas tous les jours parce que je ne suis pas capable le soir pour me fatiguer d'écrire. Mais parfois, quand je rencontrais Mitterrand ou les autres, je notais tout de suite, ça m'intéressait. Je pensais que ce serait intéressant durablement, ou Malraux ou d'autres. Mais le plus souvent, très souvent, c'était le dimanche ou le week-end, en reprenant mon agenda, que je notais. Alors, si vous rentrez dans le détail, je note toujours, je prends un papier recto verso de 21-29, et je le plie, et je n'écris que d'un côté, parce que j'avais lu que Michelet, après sa mort, écrivait recto verso, sa veuve avait coupé au ciseau toutes les mentions d'autres femmes qu'elle. Et donc du coup, enfin je suis peut-être un peu forcé, mais donc du coup tout ce qui était derrière était perdu aussi. Alors je trouve ça des choses qui m'ont intéressé, voilà, et j'ai comme ça un immense matériau que je ne relisais pas. Alors je n'étais pas soucieux que ça finisse dans la Pléiade, autrement dit je ne soignais pas, j'écrivais très vite tout ça, et donc il y a peut-être un quart que je retrouve qui me paraît digne d'intérêt, parce qu'il y a des choses qui sont répétées. C'est pas du tout un journal intime à miel, vous voyez, c'est pas du tout introverti. Quand j'ai des émotions, il m'arrive de les transcrire, je les trouve avec intérêt. Mais c'est essentiellement un journal extraverti. J'ai vu ceci, j'ai eu envie de le noter, ça me paraît intéressant. J'ai vu tel personnage, et du coup, après, avec le recul, ça m'a pas. Et donc, je me réjouis maintenant, quand j'ai commencé en juillet à faire le 3e tour, de retrouver les notes que j'ai prises quand j'étais au gouvernement. Je me rappelle des trucs, mais beaucoup de choses ont sûrement été oubliées. J'y prends plaisir, c'est vrai, et ensuite à réécrire, évidemment. C'est pas la prescription d'un journal, parce qu'on aurait pu penser à faire un journal en gardant un tiers. C'est un genre que j'aime bien, j'ai toute une bibliothèque de journaux de gens différents, mais je trouve que c'est plus intéressant d'en faire mon miel, enfin, d'en faire la matière d'un écrit, c'est ce que j'ai essayé de faire. Bonsoir, merci beaucoup pour ces témoignages très touchants et puis d'avoir pris le temps et fait l'effort d'écrire vos vies, certainement passionnantes, donc j'ai hâte de lire. On est en 2023, c'est sûr qu'on parle là de la deuxième moitié du XXe siècle, un petit décalage. Et quand vous parliez de vos pères et de tous ces grands hommes, j'ai pas pu m'empêcher de me demander si parmi les grands hommes se cachait peut-être une femme, peut-être une autre que Madame Khrouchtchev. Je vais répondre.
c'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée. D'ailleurs, je ne peux pas dire que vous n'avez pas pris un grand risque en même temps en me la posant, visiblement, mais vous avez bien fait de le faire. C'est vrai que c'était, alors je parle de ma mère aussi, mais je ne vais pas rentrer dans cet état, mais c'est vrai que tout simplement, dans la vie politique que j'observais, il y avait beaucoup d'hommes. Alors que chaque fois que je pouvais, par exemple, j'ai été à un moment donné, au cours de mon voyage au Japon, j'essayais chaque fois que je voyageais d'aller dans des circonscriptions, de trouver un parlementaire pour éviter de rester exclusivement dans les ambassades, d'aller voir. Et dès que j'ai pu suivre une dame socialiste, Takako Doi, qui était la patronne du Parti socialiste, je l'ai accompagnée dans ses voyages. C'est pas ma faute si elle était pratiquement la seule femme au Parlement japonais. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, si mon fils ou mon petit-fils faisait la même chose, ce serait très différent. C'est un motif de réjouissance, non? Moi, non. Enfin, si, il y a des femmes dans mon livre. Il y a des femmes qui ont marqué l'université. Remarquable, on n'a pas eu l'occasion d'en parler ici. Et en politique, j'en ai rencontré une quand même qui était assez remarquable, c'était Golda Meir. Je ne suis pas un fan de Golda Meir. Mais en même temps, on ne peut pas nier le fait que c'était un personnage absolument hors norme et que j'ai vu, je raconte ça dans mon livre, j'ai vu toute la direction du Parti socialiste français, en commençant par Mitterrand, devenir brusquement devant elle de petits garçons. C'est ça, et donc il y a des femmes, c'est vrai qu'on aurait pu nous concerter avant pour avoir et puis, bon, bientôt on va dire il n'y a pas de femmes, il n'y a pas assez de trans, il n'y a pas assez de cela. Ne soyons pas anachroniques, mais je veux dire en même temps c'est comme ça, il faut réfléchir à ça, il faut voir pourquoi. Effectivement, quand on s'intéressait au monde politique dans ces années 60, il y avait assez peu de femmes. Quand le Premier ministre Mme Poinceau-Chapuis, qui était ministre de la Santé publique en 1955, Mauriac s'en était un peu moqué, elle était brune, blonde, rousse, je l'ignore, son nom je me souviens qu'il est doux et sonore, comme ceux, etc. Et on lui demandait toujours, Madame la ministre, contente de vous voir à la santé publique, c'est normal, un peu de santé publique, mais comment faites-vous avec vos enfants? On posait encore ce genre de questions. Non, ça a beaucoup bougé, madame, la situation. Pas assez, je m'empresse de le dire, naturellement. Mais pour éviter que la démagogie soit uniquement celle des lits. Voilà. D'ailleurs, ça me fait réfléchir en même temps, parce que je n'avais pas réfléchi à ça. Enfin, cet angle-là, malgré toute la pression de la situation actuelle. Voilà, et les progrès que nous observons avec beaucoup de bonheur. Autre chose? À tous les deux d'ailleurs, ça vous concerne. Je vais essayer de parler. Oui. Vous évoquez un petit peu les grands hommes, les hommes qui ont pu modifier l'histoire. Vous évoquez votre grand-mère. Moi j'étais très sensible à votre grand-mère qui était protestante et qui avait constitué une salle de lecture. Et vous étiez étonné qu'il n'y ait personne d'autre que des protestants et une personne qui venait d'arriver, qui était catholique. Mais je voudrais quand même ajouter que votre grand-mère a joué aussi un grand rôle, parce que vous évoquiez Dreyfus. Mais à la suite de l'événement de Dreyfus, il y avait Émile Zola. Au-delà d'Émile Zola, il y a eu aussi le fondateur de l'État d'Israël, Théodore Herzl, qui avait assisté un petit peu au jugement, et c'est à la suite de ça qu'on a créé l'État d'Israël. Donc finalement, c'est extrêmement... je trouve que tout ce que vous venez de citer ont finalement un lien. Ils ont un lien qui nous font, qui font parler et qui font bouger l'histoire. Ça, c'était en ce qui concerne votre grand-mère. En ce qui vous concerne aussi, j'étais aussi touché par un autre événement, les justes. Il y a eu quand même eu de nombreux justes, et il y a eu même, au départ, il y a eu l'évêque de Toulouse qui a lancé un pavé en disant que nous n'avons pas le droit de laisser faire.
Et à la suite de ça, il y a eu le père Deveau. Le père Deveau qui est à Saint-Germain face aux Trois Magots et qui a dit à son assistance, nous n'avons pas le droit de laisser faire ce qui se passe. Et finalement, le père Deveau est un des rares prêtres à organiser le seul convoi qui ont pu sauver 50 enfants juifs de 2 à 7 ans. Et qui est enterré aussi à Yad Vashem. Donc je veux dire qu'il y a un concours de circonstances, un concours de rencontres, de gens qui sortent de l'ombre, qui sont dans l'ombre et dont on ne parle pas. Et finalement, parce que vous parlez souvent des gens par hasard, ou rencontrent par hasard, et qui déclenchent un événement. Mais il y a souvent des gens simples, à tous les niveaux, qui déclenchent des événements qui méritent d'être connus et commentés. Merci. Au fond, parce que je ne voudrais pas privilégier le premier rang, vous voulez peut-être répondre. Je suis content que vous fassiez parler de ma grand-mère parce que je l'ai effectivement beaucoup aimée. Elle était assez représentative, on ne quitte pas tout à fait le sujet antérieur. Elle était détestait tout ce qui était matériel, elle était en même temps une famille de 6 enfants d'un côté, 8 de l'autre avec son mari. Et on considérait qu'elle était vraiment obligée d'y consacrer beaucoup de temps, mais elle a fait de l'histoire, avec la future femme de Herriot d'ailleurs à Lyon, elle était l'élève de Charletti, elle a rêvé de ça. Mais ce dont elle rêvait au fond, c'est d'épouser un Normalien qui soit professeur au Collège de France et de l'aider dans son travail. C'était sa vision. Après la guerre, les choses ont changé. C'est un peu comme Madame de Fontanin, vous savez, dans les Thibauts. D'un coup, elle prend conscience de choses différentes et elle crée l'association des Françaises diplômées de l'université internationale. Elle s'occupe de ça. Il y en avait 15. Non, il y en avait pas mal. Surtout c'est international, ça permettait d'aller chercher. Et ensuite, elle s'occupait de pas mal de choses. Et quand son mari est mort, de toute façon, elle s'est un peu libérée. Et elle a eu l'idée de faire un livre consacré à qui? À Madame Dagou. Madame Dagou, Daniel Stern, sous son plume, qui était la maîtresse de Liszt, comme vous savez, et qui est un personnage tout à fait intéressant. Elle a publié ce livre, qui a été un peu remarqué à l'époque, juste avant la guerre. Et pour terminer l'histoire, c'est dommage que j'ai pu lui rendre. Tout récemment, je passais à Blois, dont je m'occupe des rendez-vous de l'histoire de Blois. Je suis passé dans les éditeurs des femmes, j'ai commencé à parler de ça, ma grand-mère, j'aimais beaucoup, etc. Et j'ai parlé de ce livre. Ils m'ont dit, ah, si vous acceptez de faire une préface, on le rééditerait. 1937. Alors évidemment, je ne me suis pas fait prier, le livre est paru, c'est une très belle couverture aux éditions des femmes. Je ne sais pas si ça sera... Enfin, en tout cas, c'était un hommage rétrospectif que j'étais content de lui rendre avec une longue préface sur un parallèle entre les deux maris, Marie Dagou et Marie Chavannes, Marie Chavannes-Monod, puisqu'elle est née l'année même de la mort de la précédente qu'elle avait. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de réflexions sur le féminisme. En particulier, elle rejoint la grande question, où elle rejoint Marie Dagou, qui a beaucoup réfléchi à ça. Est-ce que le féminisme doit aboutir à une égalité dans la différence, ou au contraire d'une assimilation en effaçant tout ce qui peut être la différence entre les sexes? Elles étaient l'une et l'autre, les deux maris plutôt de la première école, mais c'est intéressant. En tout cas, j'en ai parlé, madame, dans mon livre. On va prendre un dernier train de questions, s'il y en a. Voilà, allez-y, élevez la voix, ce sera plus rapide. Et on terminera là-dessus, avant la vente des livres. Voilà. J'étais très émue, parce que moi je suis membre de la commission qui attribue le titre de Juste des Nations. Donc, et j'ai eu très récemment un cas où, par hasard aussi, on cite un prêtre qui a fait un prêche, il y a son nom dans le dossier, mais on n'a pas fait une demande pour lui. Et c'est, disons, dans le dossier dont je m'occupe, il a été évoqué parce que la personne qui a été proposée comme juste, elle avait demandé de préparer éventuellement une chambre pour ce prêtre qui avait dit aujourd'hui, si Jésus était là, il n'aurait pas le droit d'être parmi vous, parce qu'il était juif. Mais ça, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais vous demander, les historiens, c'est le passé. Est-ce que vous avez, grâce à vos connaissances du passé, aux erreurs qui ont été faites dans l'histoire, est-ce que vous pensez avoir des instruments pour un petit peu, disons, comprendre l'avenir? J'ai vu dans le livre de Élie, il dit il y a la sonnette d'alarme dans le train, mais peut-être que vous pourriez écrire quelque chose, le cacher, le mettre dans une enveloppe cachetée, et dans 50 ans, on l'ouvrirait et on verra si vous avez des prédictions qui se sont réalisées. On va laisser cacher autant. D'autres questions? Ou c'est la dernière? Oui, monsieur. Oui, si vous me permettez,
sortir un peu du sujet et aborder un thème un peu géopolitique, parce qu'on a le plaisir de vous avoir tous les deux ici. Et je vais demander à M. Barnaby il évoque dans son livre son combat pour la paix au sein du mouvement pour la paix, pour la création d'un État palestinien, et comme si avec le recul il voyait les choses un peu différemment du fait du contexte géopolitique actuel qui ne me paraît pas très favorable à sa création. En conclusion, ne vous inquiétez pas, je n'aurai pas plus d'une heure et demie maximum. Parce que les deux questions en fait n'en font qu'une. L'historien, ce n'est pas le passé, l'historien c'est le présent. C'est-à-dire nous interrogeons le passé pour comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ça l'histoire. Sinon on fait de l'antiquariat. C'est pas, enfin moi ça ne m'intéresse pas tellement. Je veux comprendre d'où je viens, d'où la société dans laquelle je vis. L'histoire est faite pour ça. Alors est-ce que ça nous rend plus malins que d'autres? Et j'en viens à votre question. Est-ce que ça nous rend plus lucides que d'autres? Écoutez, au risque de vous paraître modeste, je pense que oui. Je pense que l'historien, il y en a des mauvais. Enfin, ceux qui sont corrects, qui font correctement leur métier, je pense qu'ils doivent comprendre mieux ce qui se passe, non pas pour prédire l'avenir. On n'est pas des prophètes. Je crois que c'est Hegel qui disait que l'historien est un prophète du passé. On n'est pas, ne serait-ce que parce qu'il y a Sa Majesté le hasard, nous ne savons pas prévoir l'avenir. Mais nous savons quelles sont les conditions qui font qu'on aurait plutôt ceci que cela. Et si je m'agite en faveur de la paix depuis des années, c'est pas seulement pour des raisons morales, il y a ça aussi, mais c'est aussi parce que je sais que l'avenir de notre société en tant que juifs dépend lourdement de la manière dont nous allons traiter la question palestinienne. Et ça, je le sais parce que je sais le passé, parce que je connais l'expérience d'autres sociétés dans des situations non pas analogues, mais enfin semblables. Et c'est armé de ce savoir d'historien comparatif que je peux juger la situation dans laquelle je suis. Alors, est-ce que tous les historiens, il y a des historiens qui sont très brillants dans leur spécialité et qui ne comprennent rien à ce qui se passe autour d'eux? Ça existe aussi. Nous avons eu un collègue éminent à Paris, vraiment éminent, un grand historien, qui était persuadé qu'après la victoire de Mitterrand en 1981, les chars soviétiques seraient place de la Concorde. En voilà un qui n'a rien compris. C'est-à-dire il a compris brillamment la société anglaise au XVIIIe siècle, c'était un collègue là-dessus, mais il n'en a tiré aucun renseignement sur la société dans laquelle il vivait. Il y a aussi ça. Mais s'il n'est pas complètement excentrique, il comprendra. Et je pense que le savoir que nous avons accumulé peut nous aider, nous donne un avantage pour comprendre mieux la société dans laquelle nous vivons. Je ratifie tout cela. Élie, d'ailleurs, aurait pu citer, il est modeste, au moins par Éclipse, aurait pu citer ses travaux sur la Ligue et sur les guerres de religion, qui ont beaucoup à nous apprendre. Je pense, comme lui, que nous pouvons, c'est un rôle civique que nous avons, il n'y a pas de raison de le refuser, aider nos concitoyens parfois à hiérarchiser les choses, notamment quand il y a un bombardement de nouvelles ou d'informations qui risque d'hébéter un peu l'intelligence. Et ça, je crois. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'on est prophète, d'accord, mais qu'on peut, peut-être dans une situation particulière, discerner encore une fois les différentes temporalités, ce que Jacques Le Goff appelait le feuilleté temporel, qui à un moment donné, pour citer deux personnages assez différents, après Le Goff, je citerai Françoise Sagan, qui disait dans un de ses livres, je ne sais pas ce que le passé nous réserve. Je ne sais pas ce que le passé nous réserve. On peut peut-être aider à voir ce que le passé parfois réserve, en se gardant évidemment tout à fait de prédire l'avenir, parce que si on mettait dans une enveloppe, madame, ce que nous prévoyons, je souhaite vivement que les rats
et dévorer l'enveloppe avant qu'on l'ouvre. Ils sont là pour signer leurs livres, donc les livres se trouvent juste dans la pièce à côté. Merci beaucoup pour cette soirée.